Parmi toutes les questions que notre époque nous impose, il en est une que presque personne n'a le courage de poser directement, et la réponse va surprendre ceux qui ne se sont jamais arrêtés pour y réfléchir. La question est celle-ci: lorsque l'Europe et l'Afrique utilisent les mêmes mots droit, dignité, santé, famille, parlent-ils vraiment de la même chose? Il y a quelques jours, cette question n'a pas été soulevée par un politicien dans une tribune ou par un think tank dans un rapport. Elle a été posée par un cardinal, dans un cadre inattendu, l'hémicycle du Parlement européen à Bruxelles. Et pas n'importe quel cardinal. Le cardinal Robert Sarah est africain. Fils de Guinée. Un homme qui a grandi sous une dictature qui persécutait la foi, qui a vu des églises fermées et des prêtres harcelés par un régime marxiste qui considérait la conviction religieuse comme une menace pour l'autorité de l'État. Il ne parle pas de la théorie. Il parle d'un village où les missionnaires ont apporté l'évangile pour la première fois, d'une vie qui a traversé le colonialisme, l'indépendance, puis une dictature qui a tenté d'étouffer ce que l'indépendance avait rendu possible. Il sait, d'une manière que peu de personnes dans cette salle de Bruxelles pourraient prétendre connaître, la différence entre une aide véritable offerte librement et un contrôle déguisé en générosité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi des questions qui semblent abstraites en surface cachent une accusation précise et concrète, et pourquoi le cardinal Sarah a regardé le Parlement européen droit dans les yeux, dans son propre hémicycle, en lui disant « Vous recommencez. Commençons par la surface, par ce qui paraît incontestablement bon. L'Europe aide l'Afrique. Elle envoie des fonds. Elle signe des accords. Elle finance des projets de développement à travers tout le continent. Qu'est-ce qui pourrait bien clocher là-dedans? Cela ressemble à une pure générosité, le continent riche tendant la main à un continent qui travaille encore à construire ses infrastructures et son économie. C'est exactement ainsi que l'histoire est généralement racontée, dans les rapports de développement, les communiqués diplomatiques et les couvertures médiatiques qui présentent l'aide européenne à l'Afrique comme un bien incontestable ne nécessitant aucun examen supplémentaire. Sarah demande à son auditoire de s'arrêter et de poser la première question inconfortable. Cette aide est-elle vraiment gratuite? Ou arrive-t-elle avec des conditions cachées? Car les fonds européens, affirme directement le cardinal, sont souvent liés à un agenda spécifique. Pour recevoir un soutien, un pays africain doit accepter certaines réformes. Et ces réformes voyagent sous des noms soigneusement choisis pour paraître au-dessus de tout soupçon. Santé sexuelle et reproductive, égalité des genres. Qui pourrait s'opposer à un langage formulé en ces termes? Et voici la deuxième question, plus profonde, de Sarah. Que signifient réellement ces mots dans la pratique? Parce que derrière l'expression « santé reproductive », observe le cardinal, se cache souvent une pratique dirigée contre la vie des enfants à naître. Et derrière « égalité des genres », ce qui est souvent introduit est tout le cadre idéologique de la théorie du genre, un cadre qui va bien au-delà de la revendication morale simple selon laquelle les hommes et les femmes méritent une dignité et des droits égaux. Les mots disent une chose. Le contenu imposé sous ces mots fait tout autre chose. Pouvons-nous encore nous comprendre? A demandé Sarah aux parlementaires réunis. Les mots que nous utilisons droit, dignité, développement, liberté, santé, genre, famille ont-ils encore le même sens à Bruxelles qu'à Kampala ou à Conakry? La question semble presque linguistique, presque académique. Elle ne l'est pas. C'est une lame. Car si les mêmes mots signifient des choses opposées selon qui les prononce, alors le dialogue entre les parties qui les utilisent n'est pas un vrai dialogue. C'est une mise en scène de la compréhension qui dissimule son absence. Une partie croit qu'un accord a été atteint. L'autre partie a accepté quelque chose qu'elle n'a pas réellement compris, ou a été manœuvrée pour accepter des termes qu'elle aurait rejetés s'ils avaient été énoncés clairement. Et ici, le cardinal descend à un niveau que presque personne dans cette salle n'était préparé à entendre nommer. Cette ambiguïté, dit-il, n'est pas un accident. Elle est délibérée. Les mots sont choisis précisément parce qu'ils sonnent bien, parce que leur sens superficiel est inattaquable, et parce que ce sens superficiel dissimule ce que, s'il était énoncé ouvertement, beaucoup d'Africains refuseraient. L'incohérence entre le mot et le contenu n'est pas un échec de la communication. C'est le dessein voulu. Et ici, l'argument se tourne vers quelque chose qui devrait préoccuper toute personne qui écoute, quel que soit l'endroit où elle vit, car ce que Sarah décrit comme une exportation vers l'Afrique est la méthode identique qui opère depuis des années à l'intérieur même de l'Occident, et désormais à l'intérieur de l'Église. C'est le modèle qui vide un mot de son sens pour le remplir d'un contenu différent. Famille, qui ne signifie plus père,
Mère et enfant comme cela a été le cas pendant toute l'histoire humaine jusqu'à il y a quelques décennies. Amour, déployé comme une justification assez large pour couvrir presque n'importe quoi. Et même à l'intérieur de l'Église, un nouveau mot répété partout, synodalité, que presque personne ne peut définir avec précision. Le cardinal Burke l'a dit tout aussi clairement quelques jours plus tôt. Il n'existe pas de définition de la synodalité. Il n'existe pas d'histoire de la synodalité dans l'Église. C'est la même technique. Un mot vague et rassurant déployé pour faire passer en contrebande un changement que, énoncé ouvertement, beaucoup de fidèles rejetteraient. Et les fruits de ce modèle sont déjà visibles pour quiconque veut bien les regarder honnêtement. Là où il a été appliqué à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, il n'a pas produit d'unité mais de la division. Pas la paix mais la confusion. Pas des églises pleines mais des bancs vides. C'est exactement ce que Sarah craint aujourd'hui pour son propre continent. Et c'est pourquoi son avertissement n'est pas une affaire lointaine relevant des affaires d'un autre continent. C'est un miroir. Quand il dit à l'Europe « vous recommencez », il décrit aussi ce que l'Occident se fait à lui-même depuis un certain temps déjà. Il ne s'agit pas de simples accusations rhétoriques lancées sans preuve. À l'appui de l'intervention de Sarah, les organisateurs de l'événement ont présenté un dossier documentant comment l'Union européenne déploie des instruments financiers, juridiques et commerciaux pour faire avancer des agendas spécifiques à travers l'Afrique. Pas des accusations génériques. De la documentation. Parce qu'un continent qui reste profondément religieux, profondément attaché à la famille et à la protection de la vie, n'accepterait jamais ouvertement ce qui lui est imposé sous un autre nom. C'est pourquoi on tente de le persuader par le langage, et là où le langage échoue, on obtient la conformité par l'argent. C'est pourquoi Sarah recourt à une expression chargée d'un vrai poids historique, la colonisation idéologique. L'Europe a autrefois colonisé l'Afrique avec des navires et des fusils. Aujourd'hui, dit-il, elle le fait avec des accords commerciaux et de l'aide au développement. Hier, on exportait des marchandises et on imposait des frontières par la force. Aujourd'hui, on exporte des idées et on impose des lois par le levier financier. Les instruments ont changé. La logique sous-jacente de domination, non. Et voici la phrase qui pèse plus lourd que toutes les autres dans son discours. Astérisque astérisque vous recommencez. Astérisque astérisque ce n'est pas une accusation lancée à la légère. C'est le diagnostic d'un homme africain qui reconnaît, sous le vocabulaire contemporain des droits et du développement, l'ancien visage du maître colonial, habillé désormais du langage de la préoccupation humanitaire plutôt que de la mission civilisatrice, mais opérant selon la même structure fondamentale. Quelqu'un qui dispose de ressources décide, au nom d'un peuple qui n'a pas demandé à être décidé pour lui, à quoi devrait ressembler l'avenir de ce peuple. Et les ressources sont rendues conditionnelles à l'acceptation de cette décision. Arrêtons-nous ici, car le paradoxe est énorme et mérite d'être énoncé dans toute sa force. L'institution qui se présente comme la grande championne de la liberté et des droits de l'homme est selon Sarah, précisément celle qui ne respecte pas la liberté la plus élémentaire de toutes. La liberté d'un peuple de rester ce qu'il est. De définir ses propres structures familiales selon ses propres convictions morales et religieuses. D'élever ses propres enfants selon la foi qu'il a reçue plutôt que selon un cadre négocié à Bruxelles et attaché comme condition à un fonds de développement. Et voici une question encore plus inconfortable qui s'ouvre. Si cela concernait vraiment la liberté, pourquoi lirait-on l'aide à des conditions? La liberté, par nature, ne peut pas être imposée. Elle ne peut qu'être offerte. Tout ce qui est imposé a, par définition, déjà cessé d'être la liberté et est devenu quelque chose d'autre, plus proche de son contraire. Un peuple, a dit Sarah, a le droit de vivre, de préserver et de transmettre sa propre culture religieuse et familiale, exactement comme chaque personne individuelle a le droit de professer sa propre foi sans coercition extérieure. C'est une inversion totale du cadre qui régit habituellement ces conversations. La véritable intolérance, suggère le cardinal, n'est pas l'intolérance d'une Afrique qui défend sa foi et ses structures familiales traditionnelles contre une pression extérieure. La véritable intolérance appartient à une Europe qui ne tolère plus l'existence de peuples qui pensent différemment d'elle. Et peut-être, au niveau le plus profond, est-ce parce que ceux qui ont perdu quelque chose ne supportent pas la vue de ceux qui le possèdent encore. Et l'Afrique possède encore ce que l'Europe a largement égaré. La foi, les enfants, un sens vivant du sacré qui n'a pas encore été argumenté, légiféré ou éduqué hors de la vie ordinaire. Avant d'aller plus loin, l'honnêteté exige une précision que Sarah lui-même insisterait à faire, car son propos est le plus fort lorsqu'il n'est pas exagéré.
Toute l'aide européenne n'est pas empoisonnée. Cela doit être dit clairement et gardé à l'esprit tout au long. Beaucoup de personnes travaillant au sein des institutions européennes, des organisations humanitaires et des agences de développement qui acheminent des fonds vers les pays africains offrent cette aide en toute bonne foi, sans aucune réserve. Leur motivation n'est pas la colonisation idéologique. C'est un désir sincère de voir les enfants cesser de mourir de maladies évitables, de voir baisser les taux de mortalité maternelle, de voir des écoles construites, des routes asphaltées et de l'eau potable arriver dans des villages qui en ont été privés pendant des générations. Ce serait une grave injustice, et franchement une trahison de l'honnêteté que ce canal essaie de maintenir, de peindre chaque acte de coopération entre l'Europe et l'Afrique comme une conspiration orchestrée par des bureaucrates cyniques voulant dominer culturellement. Ce travail de développement a sauvé des vies, de manière mesurable et vérifiable. Les campagnes de vaccination financées par des partenariats européens ont réduit la mortalité infantile. Des programmes agricoles ont amélioré la sécurité alimentaire dans des régions qui faisaient face à des famines régulières. Les investissements éducatifs ont ouvert des universités et des écoles professionnelles à de jeunes Africains dont les parents n'avaient pas de telles opportunités. Rien de tout cela ne devrait être minimisé ou balayé au service d'un récit plus commode. Et l'Afrique elle-même, il faut aussi le dire clairement, n'est pas un paradis à défendre sans esprit critique sur tous les points. Le continent porte ses propres blessures profondes, dont beaucoup n'ont aucun lien avec une ingérence européenne. La corruption au sein de certains gouvernements africains a détourné des ressources destinées aux pauvres au profit des déjà puissants. Les conflits ethniques et religieux ont provoqué des souffrances à une échelle qui éclipse tout ce qu'on peut attribuer à une condition de financement de Bruxelles. Les échecs de gouvernance interne, et non la pression idéologique extérieure, expliquent une grande partie des difficultés persistantes du continent. Aucun compte rendu sérieux de la situation de l'Afrique ne devrait la romantiser comme une civilisation unie et sans tache se dressant noblement contre un Occident corrupteur. Cette image serait aussi malhonnête, à sa manière, que celle contre laquelle Sarah s'élève. Mais après avoir dit tout cela, après avoir accordé toutes les qualifications légitimes que l'équité exige, le point soulevé par Sarah dans cet hémicycle de Bruxelles reste intact. Il ne dépend pas du fait que l'aide soit universellement malveillante pour être vrai. Il repose sur quelque chose de plus étroit et plus précis. Celui qui donne d'une main ne doit pas utiliser l'autre main pour dicter la conscience. Ce principe tient quel que soit le pourcentage d'aide conduit en toute bonne foi. Même si 90% de l'assistance européenne à l'Afrique ne comporte aucune corde idéologique, les 10% qui en comportent les financements explicitement conditionnés à l'adoption de politiques spécifiques concernant la reproduction, la structure familiale ou le genre représentent une violation d'un principe qui ne devrait jamais être négociable, quel qu'en soit le pourcentage dans l'ensemble de la relation. C'est précisément pourquoi le cardinal Sarah s'est tenu devant les parlementaires européens pour leur demander quelque chose de spécifique et de concret. Pas la fin de la coopération. Pas un retrait de l'engagement européen sur le continent africain. Il a demandé une coopération véritablement libre, découplée d'agendas idéologiques qui n'ont rien à voir avec les objectifs de développement pratique que l'aide prétend servir. Aider généreusement, semblait-il dire. Aider avec toute la mesure des ressources qu'un continent riche peut tendre à un continent encore en construction de ses infrastructures. Mais n'attachez pas à cette aide des conditions qui exigent l'abandon de convictions qu'une communauté n'a pas choisi de voir remises en cause, comme prix d'un puits, d'une clinique ou d'une subvention agricole. Revenons maintenant à la question avec laquelle cette vidéo a commencé, celle qui semblait presque trop simple pour porter le poids que Sarah lui a donné. Les mêmes mots ont-ils encore le même sens quand Bruxelles les prononce et quand Kampala ou Conakry les entendent? La réponse de Sarah, prononcée à l'intérieur même de la salle où ces mots sont rédigés en politique et attachés à des accords de financement, est non. Mais il est essentiel de comprendre quel genre de « non » c'est. Ce n'est pas un cardinal qui lève les bras au ciel de désespoir, en déclarant que la communication significative entre culture et continent est devenue définitivement impossible. C'est autre chose. C'est une invitation. Un appel à redécouvrir le poids réel que les mots sont censés porter avant que ce poids ne soit entièrement perdu. Une invitation pour que la dignité signifie à nouveau, sans qualification ni note de bas de page, le respect de la vie humaine de son commencement jusqu'à sa fin naturelle. Une invitation pour que la famille signifie à nouveau ce qu'elle a signifié dans toutes les cultures et toutes les civilisations pendant l'immense majorité de l'histoire humaine, avant que les dernières décennies d'expérimentation sociale occidentale ne commencent à la vider de l'intérieur. Père, mère, enfant. Une invitation pour que la liberté inclue,
explicitement et sans exception, la liberté de croire, d'adorer selon cette croyance, et d'élever la génération suivante dans celle-ci, sans qu'un organisme de financement sur un autre continent traite cette croyance comme un obstacle entre une communauté et les ressources dont elle a besoin pour survivre. Car lorsque les mots perdent leur contenu réel, quelque chose de bien plus conséquent que le vocabulaire meurt avec eux. La vérité elle-même devient structurellement inaccessible. Et une fois que la vérité devient inaccessible par le langage, la possibilité même pour deux êtres humains de se comprendre vraiment s'effondre, même s'ils continuent à parler, même s'ils continuent à hocher la tête autour d'une table de négociation, même si des accords continuent à être signés, photographiés et annoncés comme des succès. Une conversation conduite dans des mots qui portent des significations opposées pour chaque partie n'est pas une conversation au sens réel du terme. Ce sont deux monologues séparés joués à proximité physique l'un de l'autre, chaque partie s'en allant convaincue qu'une compréhension a été atteinte, alors qu'en réalité rien n'a été communiqué. C'est, dans son sens le plus plein, la bataille qu'un cardinal africain âgé est venu mener au cœur de l'Europe. Et il importe énormément de comprendre précisément quel type de bataille c'était, car ce serait une grave erreur de lecture, que Sarah lui-même rejetterait probablement, de décrire son intervention comme une attaque contre l'Europe en tant que telle. Ce n'était pas cela. C'était quelque chose de plus exigeant, et à sa manière, de plus généreux. C'était une bataille pour l'âme même de l'Europe, menée par un homme qui n'est pas venu en conquérant cherchant un avantage, mais comme quelqu'un rappelant à un continent quelque chose qu'il semble avoir oublié de sa propre identité. C'est la foi, autrefois, qui a fait de l'Europe ce qu'elle est devenue. Les cathédrales qui définissent encore les horizons de ces grandes villes ne se sont pas construites toutes seules. Les universités qui ont produit ces scientifiques, ces philosophes, ces juristes, sont nées directement des monastères où des moines ont préservé le savoir pendant des siècles où rien d'autre dans le monde environnant ne le préservait. Tout l'héritage civilisationnel que l'Europe exporte aujourd'hui, parfois généreusement et parfois comme condition attachée à un prêt, est un héritage qui provenait à l'origine d'une conviction que le continent a progressivement mise de côté depuis une bonne partie des 100 dernières années. La vie même de Sarah porte directement cette histoire en elle. Les missionnaires qui ont apporté l'évangile à son village en Guinée étaient eux-mêmes des produits de cette même civilisation chrétienne européenne, envoyée à une époque où l'Europe croyait encore sans ambiguïté en ce qu'elle transmettait. Sarah ne s'est pas rendue à Bruxelles en adversaire du continent qui a autrefois colonisé sa propre patrie par des moyens très différents et bien plus brutaux. Il y est allé comme quelque chose de bien plus complexe, et si ses critiques le permettaient, de plus généreux qu'un adversaire. Il y est allé comme un homme offrant à l'Europe un miroir, au prix personnel et institutionnel réel, dans l'espoir sincère que ce que le miroir renvoie puisse encore être reconnu par ceux qui s'y regardent, et puisse encore inciter à un choix différent de celui auquel les institutions du continent semblent actuellement engagées. La dernière question de cette vidéo, donc, n'appartient plus au cardinal Sarah. Il a déjà posé sa question et donné sa réponse avec plus de courage que la plupart des hommes de son rang ne risqueraient. La question appartient désormais à quiconque a suivi cet argument jusqu'à son terme. Lorsque vous entendez ces mots dignité, droit, santé, famille, liberté prononcés dans la cadence confiante et rassurante du langage institutionnel et diplomatique, vous arrêtez-vous parfois pour demander ce qui a réellement été dissimulé sous eux? Parce que réapprendre à poser cette question de nouveau, de manière constante, sans cynisme mais aussi sans naïveté, peut être la première et la plus nécessaire défense contre une colonisation qui n'a plus besoin de navires ni de fusils pour accomplir son dessein. Une colonisation qui arrive désormais par le langage, tranquillement vidée de son contenu hérité et remplie de quelque chose d'entièrement différent, offert comme un cadeau dont les conditions n'ont jamais été énoncées à voix haute jusqu'au moment où la signature était déjà exigée. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.